L'histoire du Togo, appelée jusqu'à la fin des années 80 la petite Suisse de l'Afrique, en vertu des affaires et de la prospérité qui l'animaient, pourrait se résumer en 4 étapes. Le 27 avril 1958, l'arrivée au pouvoir de Sylvanus Olympio, le père des indépendances, le premier président togolais. 13 janvier 1963, le général Eyadema Gnassingbé commandite l'assassinat de Sylvanus Olympio et prend le pouvoir en 1967. Il le gardera 38 ans. 1990, le retour de Gilles-Christ Olympio, le fils de Sylvanus Olympio, en exil depuis 1967, reprend le flambeau et crée l'UFC. 2005, Eyadema décède et son fils, Faure Gnassingbé, est élu pour 5 ans dans des conditions très controversées. Les 5 années se sont écoulées et le hasard des calendriers fait que la prochaine élection présidentielle coïncide avec le 50e anniversaire de l'indépendance du Togo. L'histoire se remet en marche. Et Faure a trouvé un moyen original de faire sa campagne. Il vend du riz à bas prix. Et il y a combien dedans? Il y a 10 dedans. 10 kilos. Voilà, on ne peut plus compter. Ah bon? Oui. Et vous êtes content alors? Je suis très content. Okay. Je suis arrivé en même temps. Quand ils m'ont vu, j'ai eu peur. Et j'ai pris le riz en même temps. Dans quelques minutes là. Vous allez voter pour Faure? Oui, je vais voter pour lui. C'est lui, le président. C'est l'achat des consciences au vu et au su de tout le monde. Et Faure Gnassingbé est en campagne. Et il se dit, je vais gagner les élections par la corruption. Je ne veux pas m'en cacher. Je vais donner. Alors, le riz s'appelle quoi? Il le vend à 2010. Un sac de combien de kilos? Je ne sais pas. De 10 kilos à 2010 francs. Ça veut dire le kilo est à 201 francs, c'est ça? Bon. Je crois que les Togolais ne sont pas dupes. Ils iront acheter ce sac à 2010. Ils vont bien, ce sac de riz, ils vont bien manger le riz et ils vont voter contre Faure Gnassingbé. C'est pas la première qu'on vote plus encore. C'est le plan, mettons le maire. Ciao, ciao. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de Paris, Kofi Nnamnian, le candidat franco-togolais, tente d'interpeller la communauté française et va jusqu'à parler d'une stratégie mise en place par le RPT. Ils ont faim, les gens ont faim. Il ne faut pas croire que c'est une malédiction. C'est une stratégie politique que le RPT a mise au point pour affamer les gens. On les a d'abord affamés. Et avec un simple billet de 1000 francs, ils vous tirent comme des petits chiens, votez pour nous, votez pour nous. Mais ça ne marche plus. Et aujourd'hui, ils ont même introduit la peur dedans. Maintenant, quand ils viennent vous voir, ils vous demandent de quelle religion vous êtes. Alors, selon que vous êtes chrétien, musulman ou animiste, ils vous demandent de sortir la Bible, le Coran ou le fétiche. Ils mettent 1000 francs sur la Bible. Ils vous disent, voilà, tu prends, tu vas voter pour moi, Dieu te regarde. Contrairement à ces accusations, Faure semble vouloir tirer un trait sur la politique de son père en prônant la réconciliation. Plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Plus jamais de vagues d'attentats. Plus jamais de vagues d'attentats, de troubles et de violences insensées, ponctués d'actes inciviques, de vandalisme et de dégradation d'édifices publics. Plus jamais de velléités et de tentatives de déstabilisation de l'État et de ses institutions. Face au président, les partis de l'opposition s'entre-déchirent. Au centre du débat, le CAR, présidé par Yaovi Aboibor, le mouvement Sursaut Togo de Kofi Nnamnian et l'UFC de Gilles-Christ Olympio. Mais tous trois n'arrivent pas à faire front commun. Qui peut gagner les élections présidentielles?
ce n'est pas ce que nous considérons comme des petits partis, c'est l'UFC. Mais il faut que l'UFC fasse le pas vers les petits partis pour les rassembler, n'est-ce pas? Et donc, j'ai rencontré Kofi Nnamdi, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Kofi, est-ce que tu peux battre Gilles-Christ Olympio à une élection présidentielle? Il m'a dit non. Je lui ai dit, s'il en est ainsi, tu sais ce qu'il faut faire. Le Togo joue au football. L'équipe togolaise obtient un pénalty. On choisit notre meilleur joueur. Il tire et la balle ne rentre pas. Un quart d'heure après, on bénéficie d'un deuxième pénalty. On reprend le même joueur parce que c'est vraiment le meilleur. Il tire, la balle ne rentre pas. S'il en est ainsi, il sait ce qu'il faut faire. Et Gilles-Christ aussi sait ce qu'il faut faire. S'ils ne le font pas, eh bien, on sera comme les Gabonais. On dira 41% Ali Bongo, 25,85% comment il s'appelle, Pierre Mamboundou, 25,22% Mbaobam. Ça fait 51%, ça fait 50,10%, 51%. Et après, ils signent des déclarations communes. Ils auraient dû le faire avant. Alors, j'espère que nous ne pousserons pas la bêtise jusque-là. Pour mieux cerner les enjeux de ces prochaines élections, revenons en 2005. Suite à la mort inattendue du général Eyadema Gnassingbé, l'armée prend le pouvoir en enfreignant la Constitution et la confie à son fils, Faure Gnassingbé, déchaînant des vagues de protestation. Bientôt mi ko kosira ke vaya mi ko wutiri ke vaya ke japata jani e japata be vive e roi transo e toi togo yo bla e goji amesa me jemoji i a plus bon be eto ni kuvio valengbe de menanya em di dio quoi e trojo e nous anti emi le glome ne gbemera gbeva ado kosira gbeva. Finalement, sous la pression de l'opposition, de l'Union africaine et de la communauté internationale, le 24 avril 2005, des élections sont organisées et Faure Gnassingbé est élu dans des conditions douteuses. Dès l'annonce des résultats, des émeutes éclatent dans les principales villes. Elles seront violemment réprimées par l'armée, faisant 500 morts. Tout a commencé un siècle plus tôt, lorsque les Allemands, partis en retard dans la course aux empires coloniaux, décident de s'y faire une place. En 1884, Nartigal, un de leurs explorateurs, débarque sur une plage du golfe de Guinée. Par une série de traités négociés avec les chefs locaux, il parvient à prendre le contrôle d'un étroit territoire coincé entre la colonie anglaise du Gold Coast et le Dahomey des Français. Puis, il va l'étendre en profondeur vers le centre d'un continent qu'on imagine alors plein de promesses. Il l'appellera Togoland. En 1914, alliés britanniques et français chassent les Allemands du Togo et se partagent le pays. Les Anglais ne tarderont pas à annexer leur moitié de butin au Gold Coast, tandis que les Français obtiennent un mandat de la Société des Nations sur l'autre moitié. Le pays a peu de ressources, mais ils y feront développer quelques infrastructures sur le littoral, dont Lomé deviendra la capitale. Les habitants profitent rapidement de cet essor, d'autant qu'ils étaient depuis longtemps au contact des commerçants et négriers européens. Seuls quelques missionnaires protestants et catholiques s'aventurent vers le nord, où ils évangélisent une trentaine d'ethnies différentes, pour la plupart animistes. C'est sur ces populations que la République française, laïque et coloniale, va s'appuyer en recrutant, entre autres, des tirailleurs pour son armée.
Au Togo, comme dans nombre de colonies, frontières artificielles, déséquilibres régionaux, télescopages culturels et religieux vont générer des ressentiments et des équivoques lourds de conséquences pour l'avenir. That partition of Africa has unfortunately created a situation where brothers now find themselves on different sides of the different borders. The same family, you have it in Togo, you have the same family across in Ghana, and it becomes difficult. I mean, so the difficulties have emerged right from that place where effectively the same group of people now find themselves in two separate countries, having allegiance to two separate flags, singing to two different national anthems, and also speaking two different languages. I mean, one group speaks French, the other group speaks English. They cannot communicate unless they are using their local language. So that has brought a lot of difficulties. Le pays venait à peine de sortir de la nuit noire de la période coloniale, mais s'enlisait davantage dans des convulsions politiques internes caractérisées par les luttes fratricides de clans et l'antagonisme nord-sud. Le dialogue entre les Togolais n'existait pas à cause des multiples partis politiques dont chacun ne visait que ses intérêts. Ces conflits politiques nord-sud étaient dus d'abord aux rivalités ethniques, mais aussi à l'influence de chaque empire sur ses colonies. Les Kabylés, peuplant le nord du Togo, et évangélisés par les missionnaires, étaient favorables à la présence française. De leur côté, les Évés du Ghana, indépendants en 1957, animaient d'un désir d'émancipation le reste de l'ethnie Évé située dans le sud du Togo. Sous la pression de ces indépendantistes, le gouvernement français, mandaté par l'ONU, organise des élections le 27 avril 1958. Quand on a fait les élections, Olympio Sylvanus exclut des candidats. Le gouverneur prétendait que quand Olympio a démissionné en 1951 pour se mettre plein dans la politique, il n'avait pas déclaré ses avoirs avec l'Univers. Les Français se sont arrangés pour l'invalider. Disons les choses telles qu'elles sont. Pour l'invalider. Donc, il ne pouvait pas se présenter. Ce qui n'était pas le cas de Santos, qui s'était présenté, qui a été élu. Mais tout le monde reconnaissait que le vrai triomphateur de tout cela, c'était M. Sylvanus Olympio. Il faut rendre à César ce qui est à César. Fait marquant de ces élections de 1958, Anani Santos est élu, mais conscient de la légitimité de Sylvanus Olympio au poste de président, il lui offre sa place. Ça y est, dans notre papier, notre livret, là, il va laisser sa place pour Sylvanus Olympio, qui n'a pas passé à l'urne. Et le gouverneur de l'époque, il dit que hey, ça va vous coûter, vous allez laisser votre place pour lui. Oui. C'est leur photo, ça. Photo du comité de l'unité togolaise. Tous les Togolais. Nous aussi, qui soutenons la France, afin qu'on parvienne à l'indépendance, on doit créer Parti Togolais du Progrès. Le dirigeant du CUT, c'est Sylvanus Olympio. Le dirigeant de nous, c'est Dr Pedro Olympio. Ils sont de la même famille? Oui, de la même famille. Sylvanus Olympio, c'est l'homme qui dirige l'Assemblée représentative du Togo dans un sens anti-français. C'est l'homme à abattre. Et c'était écrit noir sur blanc, l'homme à abattre. Donc déjà, nous étions en 1946. Et ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas toujours eu l'amitié des Français. Ce n'est pas pour autant qu'il est contre les Français. Mais il est clair qu'il a été d'une formation anglophile. C'est un des Togolais, et c'était d'ailleurs l'habitude des Togolais, une fois l'école primaire terminée ici, d'aller finir leur étude en Gold Coast. La Gold Coast, appelée aujourd'hui le Ghana, était dirigée dans les années 60 par Kwame Nkrumah. Quelques mois avant la célébration de l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio se voit proposer par Nkrumah un rattachement des deux pays en vue d'une union africaine. Kwame Nkrumah, as you will know, was a man who had the vision for the unity of the whole of Africa. He believed that Africa's best chance to be able to, as it were, stand and be counted among the nations of the world and the continents of the world was to be able to unite into one big continent. At the time he was conceiving the United States of Africa,
even long before, I mean, we had what you call the EU today, he was thinking about the United States of Africa. Did you see that guy over there? Yeah. Huh? Yeah, that's what I call the Nkrumah voulait que toute l'Afrique soit une seule nation. Bon, donc les visées de Nkrumah étaient dirigées non seulement sur le Togo, mais sur d'autres pays, y compris le Grand Nigeria qui faisait 10 fois sa taille. And he felt the way to start was to first and foremost start it with neighbors such as Ghana and Togo, possibly Ghana, Togo, Benin. Then you do it across the regions, then you spread across to the whole continent. But a lot of African leaders at the time did not understand him, or also were too protective of themselves. It was like, look, I don't want to come into any union at all because it means I'm not going to have the opportunity to be a leader of my country, because Kwame Nkrumah was considered to be so powerful. And every country knew that if I became united with Ghana, Kwame Nkrumah is likely to be the president because he was such a towering figure all over the world. So I'm sure that was why Sylvanus Olympio was like, no, we want to be independent, we want to have our own national flag. 2 ans après les élections de 1958, par lesquelles les Togolais ont dit oui à l'indépendance, sonna ainsi le glas au colonialisme français, la proclamation solennelle de cette indépendance, le 27 avril 1960, a propulsé le Togo sur la scène internationale, entraînant des scènes de liesse populaire à travers tout le pays. C'est l'élite du Togo, à partir de 1947, à l'instar des pays anglophones, qui a commencé à poser les questions. Des questions de l'indépendance, non seulement de l'autonomie de ces pays, mais aussi de l'indépendance internationale. Ça veut dire une représentation aux Nations Unies et une diplomatie indépendante. C'était un peu précoce. La France ne l'a jamais accepté. Les Britanniques s'en moquaient un peu, parce que vous savez, les Britanniques n'avaient pas la même conception des colonies. Pour les Britanniques, c'est faire beaucoup de commerce, et c'est le régime indirect. Ça veut dire pour les Britanniques, que ce soit au Ghana, au Nigeria, au Kenya ou en Inde, ils passaient par les chefs traditionnels pour gouverner le pays. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Une année d'indépendance au Togo. Et vous verrez, Olympio est le premier au gouvernement, voilà Olympio. Et voilà les membres du premier gouvernement. Et il y a M. Paul Amédjé. Voilà mon père, là. Nous, lorsque nous prenions notre indépendance le 27 avril 1958, le général de Gaulle n'était pas encore au pouvoir. Il n'est arrivé au pouvoir qu'après les fameux 13 complots du 13 mai. Donc c'est en mai qu'il est arrivé au pouvoir, et nous étions indépendants en avril. Donc notre indépendance n'a rien à voir juridiquement avec le mouvement que le général de Gaulle a su créer pour essayer d'accorder l'indépendance aux pays africains. De nombreuses personnalités venues de par le monde étaient venues partager avec ce petit pays côtier de l'Afrique occidentale la consécration de son autonomie politique. Elles ont été logées à l'hôtel Le Bénin. Dans la nuit du 26 au 27 avril 1960, des coups de salve ont retenti, donnant le ton à la cérémonie. Majestueusement, la flamme de la liberté rayonnait au sommet du monument de l'indépendance. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née, pouvait-on lire au cœur du joyau. L'expression d'une certaine fierté, d'une délivrance, ce qui a été repris par le Premier ministre Sylvanus Olympio en ces termes. Sentinelle, que dis-tu de la nuit est longue, mais le jour vient. L'autre temps fort, c'est quand le drapeau du Togo fut hissé dans le ciel, quand bien même il a eu du mal à prendre les airs. Mi pohla dua. Mi le diablo dia. Mi pohla togoa le diablo dia. Pohla togoa le diablo dia kaka. Ma o se nya be ko fa. Le ke be to be agbande nyinua. A monto le famille do mianti.
les familles de Mianki, les bons bavons, que Maoué le dit quoi, mais là quoi blodia. L'émotion était à son paroxysme quand fut entonné l'hymne national Terre de nos aïeux, exécuté en français et en évé par les petits chanteurs de la Croix de Bois de Notre-Dame de Paris. Mais l'apothéose fut le défilé militaire et civil au stade municipal de Lomé. Les 600 militaires togolais ont eu l'occasion d'exhiber leur bravoure, tandis que l'ensemble de la population, les élèves, les femmes, les groupes folkloriques et autres, ont rivalisé d'ardeur et de talent pour agrémenter cette parade. Les manifestations et réjouissances ont ébranlé le pays pendant plusieurs jours. Pour le Togo, un nouvel espoir, une nouvelle vie et une nouvelle histoire venaient de commencer. Nous avons eu un État et il fallait, à partir de ce moment-là, mettre en place des institutions, parce qu'un État, il faut une armée, il faut une administration, une justice, etc. Et c'est là ce qui est intéressant, ce qu'il faut considérer depuis 1960. Est-ce que tout ça s'est fait? S'est-il fait? C'est ce qu'on appelle l'élan brisé. Le Togo, qui avait à sa tête un chef d'État visionnaire, qui avait prévu des choses, l'industrialisation, qui voulait qui se donnait les moyens à la mesure du petit Togo, qui a mis en place l'huilerie d'Alokwebe, la brasserie du Bénin, le port autonome de Lomé, qui déjà à l'époque avait commencé à aller. Alors, l'élan brisé. Après avoir été élu président dans des conditions aujourd'hui encore contestées, Sylvanus Olympio, issu d'une ancienne et riche famille afro-brésilienne que les Français ont toujours suspecté d'être favorable aux intérêts anglais, est l'un des premiers en Afrique à proclamer l'indépendance de son pays le 27 avril 1960. Olympio a longtemps milité pour une nation évée, une nation qui engloberait uniquement les populations de la côte, celles de la Gold Coast, du Togo et du Dahomey. C'est dire si les anciens tirailleurs, qu'il considère comme des mercenaires, n'ont aucune place dans sa nouvelle administration et encore moins dans son armée. Fin 1962, malgré les espoirs qu'il a suscités, le régime d'Olympio tourne à l'autocratie. Une milice armée traque les opposants quand ils ne sont pas jetés en prison, tandis que de nombreux anciens tirailleurs, qui se qualifient eux-mêmes de demi-soldes, sont placés en résidence surveillée. Alors là, les choses sont compliquées. Ils voulaient qu'on crée une deuxième division. L'armée togolaise, toutes les forces de sécurité, gendarmerie, armée et la police, ne faisaient que 300 hommes. Vous voyez? Alors, ces 25 arrivés d'Indochine voulaient être intégrés dans l'armée. Le régime olympien n'était pas d'accord. Il y a trop de chômage. L'armée, sous la pression populaire, a été amenée à intervenir dans la vie sociopolitique du pays pour la première fois le 13 janvier 1963 par un coup d'État qui se voulait sans effusion de sang, mais dans lequel le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, va malheureusement trouver la mort. Le pouvoir fut toujours laissé aux civils, mais aucun changement positif ne sera opéré. Le Togo va exhiber le sombre privilège d'avoir été le premier pays francophone où il y a un coup d'État. Mais c'est l'histoire. L'histoire du Togo, c'est l'histoire de notre pays, c'est le destin du pays. Contrairement à ce que les historiens disent, ce n'était pas un coup d'État militaire. Un coup d'État militaire est fait par l'armée. Alors que ces gens n'étaient pas dans l'armée et demandaient à être intégrés dans l'armée. Donc c'était un crime crapuleux. Ce n'est qu'après avoir tué le président que le nouveau président Grunitzky a dit maintenant vous pouvez tous rentrer dans l'armée, on va créer une deuxième division, je ne sais pas comment on appelle, dans le pays. Voilà ce qui s'est passé. Dans la semaine qui suit la nuit du 13 janvier 1963, les soldats ont constitué un comité provisoire. Totalement dépassés par les événements, ils remettent le pouvoir aux deux principaux chefs de l'opposition revenus d'exil, Nicolas Grunitzky, le propre beau-frère d'Olympio, et Antoine Meachi, un homme du Nord.
Tous deux forment un gouvernement d'union nationale dont le premier geste est de réintégrer les anciens militaires. Dès lors, tout va aller très vite pour Eyadema. Lieutenant en 1963, commandant en 1964, il est chef d'état-major dans l'armée l'année suivante. Et pendant ce temps-là, la situation politique et économique du Togo se dégrade. Le président Grunitzky et son vice-président Meachi s'affrontent à coups de complots de palais et de surenchères électoralistes. Face à la crise, seule l'armée, que Eyadema a soigneusement organisée, apparaît comme l'ultime recours. Le 13 janvier 1967, 4 ans, jour pour jour après l'élimination d'Olympio, l'armée prend le pouvoir. Le 14 avril, Eyadema forme un gouvernement dont il assure la présidence. Et le 1er décembre, il devient général de brigade. La plus longue présidence du continent africain peut commencer. On a tous les chemins de l'exil. Ma mère s'est installée au Dahomey. On a enterré mon père au Dahomey. Et moi, après avoir terminé mes études à Oxford, j'ai pris mon premier job à New York, aux Nations Unies, au secrétariat. Et mon deuxième job, un an après, au Fonds monétaire international, où j'étais économiste. Alors, j'ai travaillé là-bas pendant 2 années. Je le mettais un peu pied au Togo parce que Gnassingbé est venu. C'est devenu un régime très difficile pour la période. Vous savez, il faut être à l'écart pour ne pas subir des éclats. On a une dictature militaire qui a eu la ruse, ou qui a la ruse, de se cacher derrière un pouvoir civil. C'est le RPT, c'est le regretté Agbobli Joachim, qui disait que le RPT est la façade civile de l'armée. En fait, c'est l'armée qui est au pouvoir. L'armée est au pouvoir et se cache derrière le RPT. Donc, c'est ça le problème du Togo. La situation étant ce qu'elle était, il y avait 2 possibilités. Ou bien on fait quelque chose pour éviter une guerre civile, ou on ne fait rien. La guerre civile était inévitable. Mais nous n'avons pas pris le pouvoir. J'ai rassemblé des officiers et j'ai dit, ben, voilà la situation que nous vivons actuellement. Quand ils ont vu qu'ils ne peuvent pas me convaincre de prendre, n'est-ce pas, la tête du gouvernement, ben, ils ont passé par les jeunes, les femmes, tout le monde qui défilait chez moi et pour me demander de prendre le pouvoir. Bon. Après, je n'avais pas de choix. Ou bien j'acceptais, je restais au Togo, ou bien je refusais et je fuyais le pays. Voilà, c'était entre accepter, rester au Togo ou l'exil. Eyadema a pris le pouvoir en 67, mais ce n'est qu'en 69 que le RPT a été mis en place. Et l'appel historique qui a été fait pour créer le RPT, c'est à Palimé. Or, c'est à juste titre, parce que Palimé, dans l'histoire du Togo, c'est là où le CUT avait décidé donc de changer d'orientation pour demander l'indépendance dès 1951, le congrès de Palimé. Et donc c'est à Palimé qu'on relance de nouveau cet appel historique pour une nation togolaise qui va s'unifier dans un mouvement général populaire. Fiaeni et Fiabahome, Boegani Kut Tiabahome, les blémas. Fiani RPT, le bureau du tout banton, RPT va Palimé Zerika, Fiayono. Le premier bureau, c'est dans ma maison là-bas. Là où on était tout à l'heure? Oui. Ah bon? D'accord. Tous les chefs prenaient la carte là-bas. Ah bon? Hein? Ma carte, c'est le numéro 4. Hein? Moi, je ne suis pas adhéré au RPT, un adhérent. Non. Je suis parmi les 10 là qui ont fait ça à Lomé. Je suis parmi eux ici. Hein? C'est chez moi qu'on prenait les cartes du RPT. Palimé est le berceau du RPT, Palimé était berceau du CUT aussi, non? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le plus souvent, tout démarre là-bas. C'est les évêques qui sont restés là-bas, les autochtones là. Voilà, les autochtones. Ah, c'est pour ça. Ouais. Parce qu'en venant, la majorité est restée là-bas. Vous savez qu'il y a la moitié du Togo qui est resté au Ghana, jusqu'au haut là. Donc, à ces choses-là viennent tout le temps
À Parlement, voilà. En créant le RPT, nous avons dit que nous ne voulons plus qu'on amène un parti de la côte pour venir ici à Parlement. Nous allons nous-mêmes créer le RPT à Parlement. Et nous sommes partis ici pour aller à Lomé. Le RPT, Rassemblement du peuple togolais, parti unique. Et le premier livre vert qui définit l'idéologie du parti, le secrétaire général qui l'a signé, c'était un intellectuel. C'est M. Edem Kodjo, ancien premier ministre du Togo, ministre des Affaires étrangères, secrétaire général de l'OUA. Eh bien, c'était lui qui était le premier secrétaire général et l'unique d'ailleurs secrétaire général du RPT. Donc ça veut dire que ce n'est pas un mouvement parti de zéro. C'était un mouvement d'ensemble dans tous les pays africains où on se dit le multipartisme qu'on nous a légué au moment de l'indépendance n'est pas propice pour gérer l'Afrique et il faut peut-être creuser un système qui prenne en compte tout le monde, un système de consensus. Le RPT visait au rassemblement de tout le monde et le RPT avait réussi à rassembler beaucoup de monde, y compris même ici à Lomé. Je ne veux pas vous citer les noms d'anciens dignitaires du culte qui étaient responsables des cellules de nos partis à Lomé, ici. Il ne faut pas condamner le RPT et le parti unique comme ça dans tous les pays. Quand on lit les différents livres verts et autres, les livres d'idéologie, ben, ils étaient faits pour transformer nos pays en paradis. Dans un système où, dans le parti unique, il y aura une certaine démocratie, les gens doivent pouvoir parler, on doit pouvoir faire un développement. C'était ça le départ. Avant, évidemment, que la gestion, à la pratique, les partis uniques sont devenus des partis de dictateurs. Et il y a eu en quelque sorte comme une alliance des partis uniques en Afrique, Mobutu avec l'authenticité. L'authenticité. Riche formule inventée par Mobutu, président du Zaïre, puis reprise par la plupart des dirigeants du continent. L'authenticité, c'est une tentative de compromis entre une tradition dite africaine, celle de religion, des us et coutumes, des relations aux chefs, au peuple, aux ancêtres, et une nationalisation de l'économie vite remplacée par un libéralisme excessif importé d'Occident. En incarnant lui-même au plus haut niveau les valeurs de l'authenticité, le maréchal Mobutu escompte bien décourager toute opposition. Il prend également soin de mettre en avant les slogans censés faire l'unanimité. Identité culturelle, panafricanisme, négritude, exploit fondateur contre la colonisation. On était à l'école de Mobutu, qui nous a appris un certain nombre de choses, l'animation politique, avec déambulement des jeunes filles, et je dirais pratiquement des formes de prosélytisme d'État qui ont été mises en place. Et alors tout cela a conduit à une situation de déliquescence à la fois financier, mais aussi, à la fois une situation financière, mais aussi morale. Et c'est comme ça que le RPT devient en 1976 au congrès de Kara, le parti est au-dessus de l'État. Et dans ces conditions, les dérives étaient possibles. Les décisions du parti s'imposaient à l'État. Culte du chef, mobilisation des foules, défilés, slogans, danses et chants, modes vestimentaires sont autant d'occasions d'offrir un spectacle qu'on va prendre à tort pour l'expression d'une véritable culture africaine. C'est finalement sur des questions de droits de l'homme que le soulèvement togolais a commencé. Le 5 octobre 1990, 2 étudiants sont jugés pour avoir distribué des tracts contre le gouvernement. Le procès dégénère, de violentes et sanglantes insurrections éclatent, le pays est paralysé par la grève illimitée. Dès cette date, quelque chose est arrivé dans ce pays, c'est-à-dire le refus de l'arbitraire, le refus de supporter les exactions, le refus de se laisser victime entre les mains d'un pouvoir autocratique. Ça, c'est... Bon, évidemment, c'était dans les têtes, mais ça s'est exprimé et ça s'est libéré. Le 5 octobre 1990. Le mouvement était tel que le pouvoir sentit la nécessité de négocier. J'ai conduit dans la délégation des mouvements associatifs. On s'est retrouvé avec le chef de l'État. Et à l'issue des discussions, une série de mesures ont été prises. D'abord, il a été décidé que le système en parti unique qui prévalait à l'époque soit aboli. Voilà. Le RPT ne pouvait plus avoir le monopole de l'activité politique dans le pays. La demande, lui, non, c'est le peuple qui dit qu'il continue. Ah bon? Et il continue.
Même dans les années 80? Il a continué parce que c'est le peuple. Il y a des gens, lui seul va dire, c'est le peuple est derrière lui. À cause de si on laisse ce pays-là pour ces gens-là, vous n'aurez pas, mais cette question de démocratie ne viendra pas. Non, c'est une période de répression. Et ce n'est pas comme aujourd'hui où l'opinion internationale s'est dressée contre la torture, dressée contre les mauvais traitements des hommes. À l'époque, la France fermait les yeux sur beaucoup de choses. Vous voyez, il y avait le problème pour la France de maintenir un empire qui est en train de se craquer. Vous voyez. Et la France n'a pas accepté, contrairement aux Britanniques, qui ont lâché l'Inde, le Pakistan, la Birmanie. Hein? Ils sont reconstitués en un petit pays. La France a mis du temps pour le faire. Ça a été fait maintenant, je crois. Présentement, tout le monde voit clair. Avant, là, dans cette question d'indépendance, à faire les chefferies dedans, à faire les terrains dedans, à faire les femmes dedans. Je suis allé rester dans le RPT pour le parti au pouvoir pour te renverser, pour prendre par force ton terrain, parce que vous êtes du culte. Nous sommes toujours au point mort, hein? Rien n'a changé, rien n'a évolué, même nos rues, rien n'a changé, rien n'a changé. C'était même mieux peut-être. C'est mieux parce que, moi je me rappelle dans le temps, hein, tous les samedis, et les travailleurs et les bonnes femmes de marché faisaient le ménage, surtout la place de l'Indépendance là. Nous sommes à maintenant il n'y a plus ça. Et la ville est tellement sale. Aujourd'hui, les citoyens se plaignent de la gestion gouvernementale des affaires courantes. Le prochain président va-t-il répondre aux attentes des Togolais? L'avenir du Togo reste évidemment l'enjeu de ces prochaines élections. Nos places sont là-bas, mais le gouvernement, la dame du marché, elle refuse d'installer les choses. On a parlé au télé jusqu'à fatiguer. Nous, on ne veut plus encore aller là-bas. Est-ce que vous êtes au courant de la date? C'est quand la date de l'indépendance du Togo? Oui, la date, c'est que le 27 avril 1960. Oui, le Togo a eu son indépendance. Oui. C'était qui le président à l'époque? Bon, c'est Sylvanus Olympio. Ouais. Et il y a son fils qui va se présenter aussi l'année prochaine? Oui. D'accord. J'aime ça même. C'est ça que j'aime. Ah bon? Oui. Vous allez voter pour... Oui, je vais voter pour UFC. Ah bon? Oui. Ce que je demande aux Togolais, c'est de voter en leur âme et conscience, librement. Librement. Et si je suis revenu en Europe il y a une semaine que je suis là, c'est pour ça. C'est pour demander à la France, à l'Union européenne de mettre les moyens pour que cette élection se passe dans des bonnes conditions. Ils ont une responsabilité, il faut que les élections se passent dans la clarté et dans la transparence. Et que le peuple gabonais ou le peuple togolais choisisse librement son leader. Beaucoup dépend de l'UFC. Donc de Gilles Christ alors. Oui. L'humilité avec laquelle nous allons aborder les problèmes, cette humilité nous apportera les réponses qu'il faut. Et je le dis tranquillement, hein, je suis membre de l'UFC et je dis au lendemain du scrutin, l'UFC récoltera les fruits de ce qu'elle aura posé comme acte en toute humilité. En toute humilité. C'est le face-à-face entre le fils du père de l'indépendance qui a été tué et le meurtrier. Non, ça n'arrive pas dans aucun pays africain, on a vu ça. C'est ça qui a rendu notre histoire au Togo très, très particulière. Voilà. Non, je dis, tous les dérapages qu'on a connus d'élection en élection n'ont d'autre explication que cela. Parce qu'au fond, à chaque moment, il y a une espèce de présomption de malveillance. On croit que l'adversaire
elle a poursuivi le moindre moment d'inattention pour faire sauter l'autre. Gilles-Christ Olympio est peut-être le porte-parole de nos revendications, mais si on avait l'impression que Gilles-Christ Olympio n'avait qu'un seul programme, venger son père, vous pensez qu'on est suffisamment idiot pour le maintenir à la tête de l'UFC? Malheureusement, Gilles-Christ Olympio est président de l'UFC, qui est le parti d'opposition le plus grand. Faure Gnassingbé, fils de Yarema, est le président du RPT. Mais il ne faut pas voir les choses comme ça. Nos 50 ans d'indépendance, on n'a pas du tout profité, il n'y a pas de repli. Jusqu'à aujourd'hui, à chaque élection, on s'attend à la même tension, avec les mêmes conséquences, les mêmes dérapages, les morts, les blessés. En 2005 déjà, c'était ça encore? Ah non, 2005. Il y a encore 800 morts. Non, c'est extrêmement grave. Le cas du Togo est un cas à part. Ouais, mais tout le monde dit ça, mais il faut peut-être trouver une solution maintenant. Non, c'est-à-dire que je vous dis, il n'y a pas 1000 solutions possibles. Il faut qu'on revienne à ce que j'appelle aux fondamentaux du pouvoir. Le pouvoir n'est pas un instrument pour régler des comptes personnels. Depuis la présidence de Jerry Rawlings en 1992, avec l'instauration du multipartisme, le Ghana fait figure de référence en matière de démocratie en Afrique de l'Ouest. Le Ghana a démontré au monde entier qu'il était possible de mettre en place une alternance politique. The reason why democracy is thriving in Ghana is because the people of Ghana, even in the very communities, fight for their power. They won't allow anybody to mess them around. If you have power for 4 years, for 8 years, and the people of Ghana believe that what you are doing is not appropriate, they will react. If you try to abuse the electoral process, they will stand up and fight you. And that power, that authority of the people is the reason why our democracy today is surviving. And I want to say that the rest of Africa need to take a cue to understand that if we want to have sustainable democracy, the citizens of Africa must know that power belongs to them. It doesn't belong to the few people up on the leadership. It belongs to the ordinary people, and they must defend that power which is theirs. Until our people understand that democracy cannot thrive in Africa. Because 4 years voting and changing doesn't mean democracy. Real democracy is when people can stand for their rights and ensure that the right thing is done and hold their leaders accountable and tell the leaders that power is not yours, it's ours. So if you are not going to do what is in our interest, we are going to make sure you move for another person to come. Moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je suis ingénieur de formation. Je suis tombé dans la politique parce que j'ai compris que c'est par là qu'il fallait régler les problèmes. Donc, c'est nécessaire d'être au pouvoir. Et je n'ai jamais dit qu'en étant au pouvoir, on a tout ce qu'il faut pour régler les problèmes. Après, c'est la responsabilité d'abord de celui qui est au pouvoir et ensuite du peuple entier pour surveiller ce qu'il fait. Prenez par exemple l'Inde, on a l'impression que le premier président ou le premier ministre de l'Inde a été Gandhi, or il n'a joué aucun rôle politique. C'est le symbole qu'il a représenté. On n'a pas nécessairement besoin soi-même de porter la casquette de président pour faire le bonheur de son peuple. Le tout, c'est d'avoir été le moteur de la libération du peuple. Et Jésus-Christ aurait pu jouer ce rôle-là. Malheureusement, à force de s'accrocher, c'est tout le peuple qui en a souffert. C'est dommage. Mais Gilles-Christ ne porte pas à lui seul tous les maux du Togo. Plongé dans les croyances animistes, le peuple togolais se réfugie souvent dans des pratiques ésotériques pour conjurer son malheur. Cependant, la situation du Togo d'aujourd'hui n'est pas une malédiction. Il leur faut maintenant composer avec les réalités économiques actuelles. Le système constitutionnel, hérité de l'Occident, ne semble pas toujours adapté aux us et coutumes des traditions africaines, mais voter aujourd'hui reste un acte primordial pour sortir le Togo de ce cycle infernal. À l'arrivée au pouvoir du général Eyadema, le 13 janvier 1967, le 27 avril, journée de l'indépendance du Togo, n'était plus fêtée. Ainsi, la date de la commémoration est devenue confuse pour certains Togolais. Pour le Togo, là, c'est le 27 avril. Ah, vous allez dire le 13? Le 27. Non, le 13 janvier. Non, 27. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le jour de l'indépendance du Togo? Bien sûr. Dites-moi alors. C'est le 27 avril 1960.
The date of independence of Togo? 13 janvier, non? 13 janvier, non? It's 13... It's not that... Quand le 13 janvier 1967 est arrivé, le 13 janvier n'était plus une fête ordinaire. Le 13 janvier, jour donc du premier coup d'État, donc contre Sylvanus Olympio, qui a vu l'assassinat de Sylvanus Olympio, et le 13 janvier 1967 était considéré comme la fête de la libération nationale. Alors, qui dit libération nationale dit libération, pas par rapport à la colonisation, mais libération par rapport aux ennemis de l'intérieur que furent les politiques. Dans ces conditions, les politiques qui ont obtenu l'indépendance, c'était considéré comme une indépendance factice. On dit que c'est l'indépendance politique et la vraie indépendance, c'est l'indépendance économique à la quête de laquelle donc, le nouveau gouvernement donc, du RPT allait. Et c'est comme ça que le 27 avril, qui n'est pas leur date, a été plus ou moins aux oubliettes. Il fallait attendre donc les changements opérés depuis donc 92, et puis notamment le décès donc de Yadema avec le nouveau régime pour que le 27 avril, date de proclamation de l'indépendance, revienne à l'honneur. En tout cas, à mon âme et conscience, moi je ne souhaiterais pas que Jésus-Christ y aille. Ah bon? Oui. Pourquoi? Il peut aller après, qu'on les laisse faire. Ah non, mais ça fait déjà 50 ans qu'on les laisse faire. Et ils vont laisser maintenant, si l'autre demande à ce qu'on laisse passer les gens à 45%, si Camporel demande à ce qu'on fasse un tour avec 45%. La question du mode de scrutin, il y a un mode de scrutin à un tour qui encourage à la fraude, c'est-à-dire que c'est brutal, on dit il a gagné, le temps que Chirac envoie son message de félicitations, on n'en parle plus, c'est plié, c'est terminé. Dans tous les pays, le système adopté, c'est à 2 tours. Il n'y a qu'au Togo où c'est un tour. Donc c'est une anomalie et c'est pour ça que nous nous battons pour qu'on fasse les choses comme on aurait dû les faire. Ce mode de scrutin à un tour a été imposé en 2003 par le général Eyadema. Aujourd'hui, les partis politiques sont toujours en discussion avec le président de la CEDEAO, le burkinabé Blaise Compaoré, pour rétablir un scrutin à 2 tours. Cette médiation particulière, héritée de la tradition de la chefferie, ne manque pas d'en irriter certains. Moi, le spectacle de devoir toujours aller à Ouagadougou pour aller régler les problèmes politiques togolais est quelque chose aujourd'hui qui m'exaspère. Et je n'hésite pas à le dire, parce que nous sommes de grands garçons, de grandes personnes, et il est temps que nous soyons en mesure de résoudre nos problèmes. Même quand c'était à 2 tours, il gagnait au premier tour. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller à un scrutin à 2 tours. Parce qu'il va y avoir le rassemblement de l'opposition au 2e tour. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il craint des 2 tours, puisqu'il a toujours gagné au premier tour. En tout cas, gagné en griffe. Le parti au pouvoir, qui s'appelle le RPT, Rassemblement du peuple togolais, n'a jamais gagné une seule élection au Togo. Jamais. C'est toujours l'opposition qui l'a gagné. Et comment ça se fait-il que l'opposition, tout en gagnant l'élection, n'est pas au pouvoir? C'est ça sa question, elle est très pertinente. Beaucoup de Togolais me la posent dans toutes les réunions. Dans toutes les réunions que je fais, cette question elle sort. On l'a baptisée la question fétiche. Et il y en a 2 comme ça. Il y a celle-là et puis il y a... Et la France. Est-ce que la France est d'accord pour que vous deveniez président du Togo?
On ne peut pas dire que le RPT du temps de Yadema est resté encore le RPT d'aujourd'hui. Il y a des risques d'implosion à l'intérieur même du RPT. Et on voit les fils de Yadema se déchirer. Du côté de l'opposition également, évidemment, on voit la situation ne pas être la même chose. On ne peut pas croire que c'est Gilles Christ d'hier qui se représente. Quelles sont les forces derrière Gilles Christ aujourd'hui? Je crois que c'est différent. Là où les leaders ne peuvent pas s'entendre, si notre peuple veut s'assumer, il peut trancher. Donc, le dernier moment, moi, je verrai dans quel sens ce peuple peut trancher. Si le peuple dit, OK, après tout, ils sont divisés, j'en prends acte, mais moi, peuple, je voterai pour X, et si j'ai le sentiment fort que ce choix peut porter sur moi, je serai candidat. Donc, pour l'instant, j'essaie de me battre pour que l'opposition arrive à s'entendre. Quel que soit le prochain président, souhaitons au Togo qu'il retrouve, après ces élections, son statut de petite Suisse de l'Afrique et sa prospérité d'antan. Assurément, cette prospérité viendra si la démocratie s'installe durablement. Une démocratie signifie une société pluraliste, des opinions différentes à gauche et à droite, et sur certains sujets, on se regroupe. C'est ça la société qu'on veut. Le français est le communiste, il est ceci, il est fasciste, il est ceci. Mais quand il y a la guerre, ils sont tous français. Abodi seda Jesu me abobo ne dilo. Miokaba miajo. Seda dukya Jesu me abobo ne dilo. Miokaba miajo e. Seda Jesu me. Seda dukya Jesu me abobo ne dilo. Miokaba miajo. Abodi seda Jesu me abobo ne dilo. Miokaba miajo. Seda dukya Jesu me abobo ne die. Miokaba miadoe, seda Jesume, seda dukya Jesume abobo nadi. Miokaba miajo, seda dukya Jesume abobo nadi. Miokaba miajo, seda dukya Jesume abobo nadi. Miokaba miadoe, seda Jesume. Seda dukya Jesu me abobo nadi. Miokaba miajo. O seda dukya Jesu me abobo nadi lo. Miokaba